enfin, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question de la crise, Madame Bazot, auquel on a les configurations qui se présentent au mois de cet été, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les carrés, les oppositions, Pluton, Saturne, Uranus Bah, ce qui est intéressant, moi, c'est l'opposition de Saturne-Uranus, parce qu'elle s'est faite dans le Poisson là, depuis 2009, et elle finit sur le 0 ou premier degré du Bélier. Oui. Et je trouve ça intéressant, moi, justement, que je crois que c'est les 2 derniers passages sont dans le Bélier, dans un signe vraiment d'émergence, de dynamique, alors qu'on sait qu'il y a quand même une sacrée résistance au changement qui est demandé par Uranus. Et il y a ce côté Bélier qui va, quand vous parliez du printemps, effectivement, qui est lié au printemps, et il faut que ça bouge, il faut que ça sorte. Et ça va peut-être amener, je pense, ce dynamisme qui a manqué là, qui a un peu plombé, qui a été un peu plombé là pendant 1 an. Et ça, c'est ça que je trouve intéressant. Peut-être c'est ça qui manquait jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai qu'entre Saturne, vous avez Uranus, Saturne carré Pluton, conjonction de Jupiter-Neptune qu'on a eu aussi, et puis on va avoir aussi, il y a encore un autre que j'oublie, je l'oublie celui-là, il y en a un autre encore. Qui va finir qui va être dans, c'est Uranus, oui, c'est Uranus qui va être carré à Pluton. Après. Il y a Neptune qui sort du Poisson, enfin, qui sort de son signe aussi. Ouais. Écoutez, alors effectivement, donc comment vous caractériseriez donc l'année 2010, aussi bien pour vos clients que pour le collectif Difficile. Vous voyez des échéances graves pour le mois de juillet, l'été 2010 Moi, je peux. Vous voyez, je peux pas dire si on va finir par des choses difficiles. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui se passe, comment déjà, effectivement, ce fameux collectif dont vous parliez va réagir à chaque aspect, comment Saturne, Pluton, carré Pluton, comment ça a réagi dans le monde. Là, ça serait, moi, je dirais, c'est de faire un peu de voyance, que de dire, bah voilà, ça va se finir comme ça. Voilà. Attendons de voir comment on va vivre déjà les passages. Oui. Et après, on peut en tirer une conclusion. C'est en cela où moi, ça me gêne quand je lis des choses. 2010, voilà, ça va finir comme ça. 2011, ça va finir comme ça. 2012, ça finira comme ça. Là, pour moi, c'est de la divination, là, pour moi. Oui. Chaque chose en son temps et de voir, effectivement... Déjà, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? Effectivement, Saturne, Uranus, Poisson, de la Vierge Poisson, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Peut-être que les gens ont bougé, peut-être qu'on va peut-être réussir enfin à bouger les choses, à renouveler quelque chose, à peut-être quelque chose de neuf. Mais il y a des choses quand même qui me font tiquer un peu dans ce que vous dites. C'est la question du bélier. Alors vous me direz, le bélier, ben, on sait ce que c'est que le bélier. Et le printemps, on sait ce que c'est que le printemps. Mais en même temps, justement, je vous parlais tout à l'heure des réflexions qu'on se fait dans certains groupes. Le printemps et l'automne correspondent aux équinoxes, comme vous savez. Et les équinoxes... le principe d'équinoxialité est un principe qui n'est pas si simple à comprendre. D'abord parce que ce sont des moments de passage. Le moment de passage, c'est le passage entre l'été et l'hiver, l'hiver et l'été. Et les moments de passage, c'est aussi, par exemple, l'aube, le crépuscule, quand on commence à dormir ou quand on se réveille. Même les rites de passage aussi. Oui, justement. Sont importants. Mais justement, ce ne sont pas forcément des moments où les choses sont claires. Oui, je dirais que par exemple pour le bélier, effectivement, le poisson avant, c'est un peu flou. Et oui. C'est flou, mais en même temps, même si on connaît le passé, mais on ne sait pas le futur. Donc, oui, quand il y a un changement, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Alors justement, c'est pour ça que le bélier est le symbole du bélier
correspond assez mal au printemps, enfin à l'équinoxe de printemps. Parce que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus décidé, déterminé, que ce qui se passe dans ces moments justement un peu intermédiaires. C'est ça qui est important. Parce que si le printemps, enfin justement, là on est en plein dedans, c'est le 21 mars, Oui. Si on regarde là, comment ça se passe, si on demandait à la nature, alors on y va, on n'y va pas, effectivement le printemps, on pourrait douter, on pourrait se dire, tiens, il va peut-être faire froid encore après, il va peut-être neiger, il va peut-être geler. Effectivement, si on commence à se référer à ce qu'il y a, on ne va pas oser y aller. Alors que justement, heureusement que peut-être, il y a ce côté dynamique du bélier qui peut foncer et, sans trop réfléchir. Oui, mais vous savez, quand c'est comme un tournant, il y a des choses qui se négocient, il ne faut pas être trop... hein. Bah, c'est aussi, non, mais... c'est aussi ça la difficulté du bélier, hein, c'est peut-être aussi trop. Il y a ce côté un peu Non, trop, mais ça correspond pas, ça correspond pas vraiment à... Vous essayez bien sûr de vous rentrez dans votre rôle de commentateur et d'applicateur, mais en fin de compte, non, si vous essayez de comprendre, en fait, c'est pas une affirmation. J'essaie de comprendre, en fait, de me dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça. Voilà. Ça peut peut-être être ça. Bah oui. Peut-être c'est autre chose. Bah oui. Maintenant, voilà, ce serait intéressant. Il y a une deuxième personne qui a une deuxième idée. Oui. On peut débattre et Oui. voilà, j'en avance une, vous en avancez une autre. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est intéressant à condition que ça amène à quelque chose. Ah bah, Parce qu'effectivement, oui. si chacun reste sur ses positions, c'est pas non plus une solution. Ah bah, non, c'est pas. Donc c'est pas il faut arriver à être convaincu qu'un argument vaut la peine d'être entendu et qu'on peut éventuellement avoir à modifier son point de vue sur quelque chose. Et ça aussi, c'est un grand débat qu'on trouve d'ailleurs dans les colloques, entre les colloques où chacun raconte ce qu'il veut, et puis un autre débat où il y a des vraies rencontres, des vraies discussions. Non, effectivement, on est là pour corriger certaines erreurs qui ont pu se glisser, qui ne correspondent pas tout à fait. Parce que par exemple, le bélier et la balance, ce sont deux signes équinoxiaux et pourtant ils représentent des... Regardez par exemple la lune croissante et la lune décroissante. Hein. De même aujourd'hui, on ne fait pas tellement de différence entre un carré croissant et un carré décroissant. Le carré qui précède la conjonction. Bon, donc il y a des choses qui se sont détraquées en astrologie. Il y a des nuances qui ont disparu et tout cet axe justement intermédiaire comme ça de saisons qui sont pas. Regardez par exemple, moi par exemple je vois par exemple, un arbre là sous l'école. On pourrait être aussi bien en automne. Est-ce que c'est les feuilles qui vont apparaître ou est-ce qu'elles sont tombées? Si on regarde en tranches comme ça, un cliché, on n'en sait rien. Ça se ressemble énormément. Donc, la balance est un symbole qui représente bien l'équinoxe. L'équilibre entre le jour et la nuit, on ne sait pas très bien. Donc, si vous voulez, quand on voit des saisons beaucoup plus marquées, en réalité, l'été c'est l'été, l'hiver c'est l'hiver. L'été ne peut pas être confondu avec l'hiver. Alors que le printemps peut être confondu ponctuellement, pour quelqu'un qui débarque comme ça, qui n'a pas vu les choses venir et qui les va, les deux équinoxes peuvent se confondre. C'est pour ça que le bélier, tel qu'on le définit en astrologie, correspondrait mieux à des positions extrêmes. Et les positions extrêmes, ce n'est pas celles des équinoxes, ce sont celles des solstices. C'est pour vous donner un exemple, Madame Bazot, de choses qui pourraient amener à repenser certaines choses, reconsidérer certaines choses. Vous avez pris connaissance des travaux de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, dans votre longue carrière de lectrice de la littérature astrologique? Parce que c'est quand même un auteur important. Moi, je n'appartiens pas à cette obédience, mais dire de même que Rudhyar a trouvé son école, ses disciples, ses adeptes. Bon, il y a effectivement d'autres maîtres à penser qui ont trouvé aussi leurs disciples, leurs adeptes. Et qui d'ailleurs, s'ils n'avaient pas d'adeptes, ce serait un problème. Vous ne pouvez pas mettre au même degré les disciples et le maître. Même si chaque disciple a une certaine différence, c'est toujours par référence à une sorte de structure qui est fournie par le maître. Et bon,
sauf à construire une autre école, complètement différente. Mais il ne faut pas non plus placer les micro-ajouts, les micro-différences au même plan que les macro-différences. Cela dit, je vous dirais très franchement, ça fait probablement plaisir aux clients qu'on les prenne très au sérieux et qu'on les considère comme des gens qui ont un potentiel important. Et l'autre jour, justement, il y avait une dame qui disait, ben oui, mais moi je crois beaucoup, le rôle d'astrologue, c'est de faire avancer les gens, de les faire progresser. Donc par conséquent, après tout, hein, c'est un peu ce que, je crois qu'elle est remarqué par Rigard aussi, parce qu'elle a édité des ouvrages de Rupertis et Françoise Fouchou-Lapérade. On la voit également sur notre télévision. Donc effectivement, mais moi je trouve que c'est, très franchement, je trouve que, je sais pas, j'aime pas cette idée de laisser croire aux gens qu'ils ont une importance plus grande que ce qu'ils ont. Et moi j'ai créé une discipline qui s'appelle, que j'ai appelée la cosmocratie, c'est-à-dire l'étude du pouvoir par les astres. C'est-à-dire l'astrologie étudierait en particulier le destin justement de ceux qui ont un potentiel particulier. Et le rôle de l'astrologue serait de les déterminer ce là. Mais déterminer pas forcément par leur thème natal, mais de les déterminer par le fait qu'effectivement, ils sont sensibles à certains signaux, à certaines conjonctions, à certaines configurations. Et c'est le rôle pour moi, le rôle de l'astrologue, c'est de déterminer qui est, comment dire, quel est le rapport de l'individu au cosmos. Quel est son rapport au cosmos. Alors il y a des gens qui vous diront, ah oui, mais c'est, on en a parlé récemment encore, ah oui, mais c'est, oui, j'ai interviewé l'autre jour pendant le colloque de Sources, M. Jean-Marie Michels, alors oui, qui est de Belgique, et il disait que d'après le thème, est-ce qu'on peut savoir d'après le thème, Catherine Bazot, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, quel est le niveau d'évolution d'une personne, enfin... Là où elle en est, vous voulez dire ou... Ben, je ne sais pas, est-ce qu'on peut... Parce qu'en vous écoutant, je suis un petit peu perplexe. En même temps, on a l'impression que vous tenez compte d'autres facteurs, et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de choses passent par le thème natal. Enfin, je ne sais pas très bien. C'est une ambiguïté qui est probablement d'ailleurs classique, mais je vous soupçonne d'être plutôt parmi les gens qui sont quand même très investis dans le thème natal, et qui essaient d'en tirer le maximum d'informations. Alors, quelles sont les informations non astrologiques dont vous vous servez, ou qui ne sont pas en tout cas dans le thème natal, qui sont peut-être dans les cycles, enfin je ne sais pas dans quoi, ou dans le signe solaire, enfin, je ne sais pas. On a vraiment l'impression que vous êtes vraiment articulé sur le thème natal, et que le thème natal c'est un peu l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on peut tout y trouver, enfin, il suffit de chercher. C'est vaste déjà aussi un thème natal, on peut faire énormément de choses avec un thème natal. Ben, oui, on a même passé d'une consultation pour oui. si on voulait tout faire, il est tellement... Oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose que le thème natal en astro... Est-ce qu'il y a autre chose que le thème natal? C'est ça la question que j'aimerais bien vous poser, Catherine. Autre chose que le thème natal? Est-ce que l'astrologue doit tenir compte d'autre chose que du thème natal pour faire son travail? Ce qui d'ailleurs renvoie à beaucoup d'autres facteurs. Il y a des astrologues, par exemple, qui utilisent le tarot, par exemple. Ils vous disent très franchement, vous savez, moi, pour certaines questions, pour moi, l'astrologie n'est pas compétente. C'est au-delà des possibilités d'astrologie. Donc, je fais... Moi, ça m'est déjà arrivé en fin de consultation de dire à la personne, vous auriez dû aller voir plutôt un tarologue. Oui. Que c'était pas un astrologue, oui. que c'était pas ça. Et moi, je le sens et je le dis à la personne. Voilà, ça m'était arrivé une fois. Comme je peux sentir aussi que voilà, la personne, elle vient me voir, elle a entendu. Mais je ne sais pas si elle va en faire quelque chose. Il y a aussi les gens, quand ils viennent, des fois, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et pas de... Ils ont envie plutôt qu'on les conforte dans leur truc et ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas envie de se remettre en question. Donc,
c'est pour ça, oui, il y a le thème, mais puis bien sûr qu'on... moi, ce que je dirais autre chose, c'est la personne en face de soi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement de déterminer ce à quoi elle appartient aussi. Voilà, c'est de discuter aussi avec elle. Moi, je dis bien aussi dans une consultation, je n'ai pas le monopole de la parole, et c'est aussi à la personne, on va en discuter, et si elle n'est pas d'accord, surtout qu'elle le dise, et qu'on en parle justement. C'est ce que dit Altacier. Enfin, vous dites, oui, oui. À un moment donné, elle me dit oui, bon, bah écoutez, voilà, si... Oui, voilà. Mais c'est important. Si, je sais pas, si on dit, voilà, c'est telle chose, et la personne, elle va rester à l'intérieur avec son truc, moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, et puis qu'elle repart avec ça. Du coup, ça plombe pour moi, et du coup, on peut pas avancer. Elle va pas pouvoir profiter de ce qu'elle aura entendu, parce que voilà, ce truc va bloquer. On n'est pas, je dirais, en tant qu'astrologue, on n'est pas non plus des espèces de maîtres à parole et de savoir. On a un être humain en face de nous, avec son histoire, avec son vécu, et donc, oui, c'est... Alors qu'est-ce que c'est que ces demandes qui ne concernent pas l'astrologie, qui devraient aller voir autre chose oui. que les astrologues? Oui. Bah, par exemple, c'est vrai que cette personne voulait à tout prix savoir qui trahissait dans sa société. Oui. Comment vous voulez terminer ça dans un thème? Oui. Donc, soit une voyante, soit un tarologue, mais pas l'astrologie. Ou alors, s'il y a des astrologues qui peuvent le faire, moi je ne sais pas en tout cas. Et dire, tiens... Et au niveau prévisionnel, alors pour revenir un peu à la... Parce que moi, ce qui me gêne un peu chez Rudyard, au niveau de sa technique prévisionnelle, c'est que... bon, les planètes qui vont marquer la personne au cours de sa vie, elles vont être fonction de leur disposition dans le thème. C'est-à-dire que si vous avez Saturne en Taureau, il va jouer avant Uranus en Gémeaux. Donc le curseur qui va comme ça activer successivement les planètes, il est fonction de la disposition des planètes les unes après les autres dans le thème natal. Donc par exemple chez quelqu'un, il y aura toujours Uranus d'abord qui va passer avant Jupiter. Notre personne, ça va d'abord être un transit de Jupiter, ou un transit ou autre chose, ou une direction. Donc finalement, on n'a pas une théorie cyclique cohérente, si vous voulez. Moi je ne comprends pas trop quand même. Vous voyez, voilà, c'est là où moi vous savez, moi quand je rentre dans un truc, quelle que soit la chose, je prends toujours un pas de recul pour voir si moi j'adhère. Est-ce que je me sens bien avec ça ou pas? Tiens, je prends ça, mais tiens, je vais aller prendre ça là. Et c'est vrai qu'au niveau du prévisionnel et tout ça, j'ai été voir ailleurs quand même, voir comment ça fonctionnait ailleurs. Et voilà, moi je suis pas avec mes œillères dans le fonctionnement humaniste complet. Non, mais même que ce soit les prédictions symboliques, enfin les progressions symboliques ou les transits, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on a toujours une succession de planètes qui vont dépendre de la disposition du thème natal. Bah, c'est sûr, si on a un Saturne en 4, selon le cycle, là où il sera aujourd'hui, il vient de la 4, donc quand même le point d'origine il est de la 4, ça oui. On ne peut pas le dissocier. Mais, ça, oui, mais il y a quand même, bon, en astrologie mondiale notamment, il y a quand même des... Est-ce que par exemple si on vous dit, voilà, moi la question que j'ai envie de vous poser c'est la suivante. Est-ce que vous avez ce qu'on pourrait appeler une théorie, un cycle idéal, un cycle modèle, voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant un cycle? Qu'est-ce que c'est que pour vous un cycle? C'est un problème, mais dire un cycle, si on laisse de côté le thème natal, qui lui, alors vous avez le retour évidemment le retour du planète sur sa position natale. Bon. C'est un cycle, mais un cycle, c'est-à-dire quelles sont les phases par lesquelles passe un cycle, en général, mais pas en particulier. Voyez-vous, toujours cette question du particulier et du général dont on n'a pas cessé de parler tout à l'heure, elle affecte aussi la théorie astrologique.
si on n'est pas non plus capable, au niveau de la théorie astrologique, de développer une théorie générale avant d'appliquer ça, de développer une théorie particulière, par exemple, le thème natal, effectivement, il y a des transits particuliers, il y a un ordre des transits particuliers, il y a un ordre des progressions particulières, d'accord. Mais, globalement, quel est le cycle? Qu'est-ce que c'est qu'un cycle en astrologie? Et comment ça se décompose? Est-ce qu'il y a des phases? Vous pouvez dire, par exemple, il y a la phase 1, où la personne qui correspond au carré machin, la phase 2 qui correspond à ça. Enfin, je crois que Gaillard Roudiard a fait un travail sur cette question des... C'est autre chose, enfin, je fais une parenthèse. Il a fait un travail sur la question de savoir si vous êtes né par rapport au cycle de la lunaison, c'est ça? Si vous êtes né en fin. Oui, il y a les différents types lunaires. Oui. Voilà, on a le type... Vous êtes né avant la conjonction, avant l'opposition. Oui, je ne sais plus combien il y a de types, mais... Il y en a 8, rien. Oui. Et bon, là, effectivement, il y a... c'est intéressant, même ça. Il a voulu quand même, disons... Mais enfin, bon, c'est un effort. De dire, il y a les gens qui sont... Voyez-vous, en astrologie, voyez-vous, contrairement à ce que vous pouvez penser ou dire, il y a toujours un moment donné où il faut quand même globaliser. Hein, il crée des types. Ben, lui, par exemple, il crée des types. Par-delà le thème natal, il va dire, voilà, vous êtes un type, vous, après la pleine lune, ou avant la nouvelle lune, ou au carré. Les types formateurs. Donc, voyez-vous, on peut pas dire que l'astrologie ne fasse que du particulier. Elle est obligée d'élaborer des règles générales. Oui. Bon, donc, non, mais c'est ça le problème aussi. Il faut